Un cours très important qui parle de l'histoire naturelle du cancer. Parce que pour agir sur le cancer, il nous faudrait comprendre son chemin, par où il commence et comment il fait pour arriver à un cancer. Et cette histoire-là nous permet exactement de savoir où est-ce qu'il faut agir et quels sont les moyens que nous avons pour effectivement donc agir sur le diagnostic du cancer. Parce que le plus important, c'est vrai, le traitement des cancers, c'est très important. Mais le plus important, c'est surtout le diagnostic. Parce que sans diagnostic, on ne pourra pas faire de traitement. Et ce diagnostic, il faut qu'il soit fait tôt pour que le traitement puisse être efficace. Et pour ce faire, nous allons un peu voir comment on fait pour diagnostiquer un cancer en commençant par son histoire naturelle. Comme définition, nous pouvons dire que le cancer, c'est une prolifération cellulaire anarchique. Quand on dit prolifération, on parle de multiplication rapide. Et quand on dit anarchique, cela veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de... Il y a assez de cellules, on arrête de se multiplier. C'est anarchique, il n'y a plus de loi. Les cellules se divisent comme elles veulent. Elles ne vont respecter aucun règlement de l'homéostasie de l'organisme. Donc c'est anarchique. Donc ce sont des divisions sans respecter les signaux de contrôle de l'organisme. Il y a également une perte de relation sociale avec les cellules voisines. Parce que nous tous, nous sommes des êtres humains, donc des cellules eucaryotes. Et qui dit cellule eucaryote dit un ensemble. Aucune cellule ne peut vivre sans l'autre. Il faudrait que chacun fasse sa partition pour que tout l'organisme puisse aller ensemble. S'il y a une cellule qui fait tout de son côté, il y aura donc un problème au niveau de l'organisation de l'homéostasie. Et ce qui va créer tout simplement une migration à distance pour créer donc de nouvelles colonies. Et les cellules se retrouveront donc ailleurs qu'au niveau donc de leur origine. Quand on dit multiplication, on parle de division, on parle de reproduction. Donc beaucoup d'enfants, par exemple dans une maison, quand il y a trop d'enfants dans une maison, il n'y aura plus de place pour mettre les enfants. Il y aura donc un problème éducationnel, il y aura un problème de malnutrition, etc. Donc tout le problème, c'est surtout la division. Nous, on se divise comme ça. On donne 9 mois, on donne des enfants. Mais les cellules, il ne leur faut pas 9 mois. Il leur faut parfois quelques heures, parfois 2 jours, 3 jours pour donner 2 enfants. Mais imaginez qu'une cellule ne respecte plus ces règles-là. Elle n'attend plus 9 mois. En 2 heures, elle donne d'autres enfants. 2 heures plus tard, il va donner d'autres enfants. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup d'enfants et dans un espace bien limité et ils ne pourront pas survivre dans cet espace-là. L'histoire naturelle du cancer va se résumer en 3 étapes. 3 étapes que sont l'initiation. Donc il faut d'abord qu'il y ait une initiation du cancer. Il faut qu'il y ait des facteurs qui puissent donc intervenir, interférer au niveau des cellules et leur doter de ce pouvoir donc de former un cancer. Mais il ne suffit pas qu'il y ait une initiation. Parce qu'une initiation seulement ne peut pas suffire pour avoir un cancer. Il faudrait qu'il y ait également une promotion de cette initiation. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a certaines initiations qui sont tellement fortes qu'elles n'ont même pas besoin de promoteurs. Mais la promotion, elle est très importante parce qu'elle va permettre de favoriser donc cette anomalie qui a été créée par cette initiation. Et enfin, nous allons avoir une propagation qui se manifeste surtout par une multiplication de ces anomalies et qui va plus tard donner un cancer. Quand nous commençons par l'initiation, l'initiation en réalité se résume à l'altération du matériel génétique. Donc tout le cancer se résume d'abord en amont par une modification au niveau du génome de la cellule. Une modification qui peut être spontanée, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a mangé quelque chose, ce n'est pas parce qu'on est allé quelque part. Elle peut être tout simplement endogène, c'est-à-dire à l'intérieur de notre organisme, on peut avoir une altération génétique qui n'est pas expliquée, qui est venue de manière spontanée. Spontanément, on peut avoir une cellule, son noyau est modifié, entraîne donc des anomalies génétiques. Ou bien exogène, par exemple un agent exogène qui peut être tout simplement un virus ou bien qui peut être un agent physique ou chimique.
un agent exogène peut également entrer et entraîner ce qu'on appelle une altération du matériel génétique de la cellule concernée. Et comme on l'a résumé ici, nous avons 3 catégories d'agents qui peuvent entraîner une altération génétique. Nous avons par exemple chimiques, comme la nicotine par exemple, qui peut entraîner une altération du matériel génétique. Beaucoup de produits chimiques d'ailleurs entraînent une altération du matériel génétique. Mais le fait d'avoir une altération du matériel génétique, je le rappelle, ne suffit pas pour avoir un cancer, à moins que ce soit vraiment une altération très forte. Biologiques, comme par exemple les virus, ou les bactéries, ou les parasites, parce que j'ai donné l'exemple du virus parce que c'est le plus marquant, c'est le plus fréquent. Les virus, la plupart des virus, ce sont les principaux agents qui entraînent une altération du matériel génétique. La plupart des maladies sont causées par une altération génétique due à un virus. C'est l'exemple que vous connaissez tous, par exemple le cancer du col de l'utérus, qui est entraîné par un virus qu'on appelle le human papillomavirus. Ou bien les lymphomes, par exemple des maladies de lymphomes qui sont entraînées par d'autres virus également. Donc vous savez que ces virus-là, ils sont vraiment les plus importants pour entraîner donc, cette altération génétique. Encore, physique, on parle des ultraviolets, les rayonnements ultraviolets peuvent également entraîner des altérations au niveau du matériel génétique. Les ionisations, par exemple, les rayonnements, les irradiations qu'on a, comme la bombe atomique quand il y a des irradiations, par exemple, qui restent, ça, par exemple, ça, c'est des altérations qui sont tellement fortes qui ne nécessitent même pas de promoteur. L'initiation uniquement suffit pour aller à la 3e étape qu'on appelle la propagation et installer le cancer. D'accord? Donc parfois, les agents physiques peuvent être les responsables de certains cancers. La promotion du cancer, c'est surtout l'absence de réparation et l'absence d'apoptose. Quand on dit réparation, notre organisme est doté d'un système de régulation et de réparation de nos cellules. Parce que nous sommes tous sujets tout le temps à des altérations de notre matériel génétique. On est tout le temps en contact avec les virus. On est tout le temps en contact avec les gens externes, avec ce que nous mangeons. Donc tout le temps, nous avons notre ADN qui est altéré. Mais nous avons un système tellement performant qu'à chaque fois qu'on altère notre matériel génétique, il y a des agents qui viennent pour réparer cette altération. Quand on détruit quelque part dans un matériel génétique, nous avons des éléments qui vont venir réparer. Tout le temps, nous avons des réparations efficaces de notre matériel génétique. Maintenant, s'il arrive que notre altération du matériel génétique a concerné, parce qu'en réalité, ces agents sont également codés dans le gène. Maintenant, il suffit juste que cette altération concerne les gènes codés par les agents réparateurs. Par exemple, nous avons un agent réparateur qui se situe par exemple en amont du gène. Et l'altération se concerne ces agents-là. Donc ce qui fait que quand on modifie cette zone-là, il n'y aura plus d'agent réparateur. Et quand il n'y a pas d'agent réparateur, ce qu'on appelle une absence de réparation. Les principaux agents réparateurs que l'on connaît, c'est surtout la P53 par exemple, qui est une protéine qui répare. Quand il y a une anomalie du gène, il va venir réparer ces gènes-là. Et maintenant, si lui-même qui devait réparer, on a modifié son gène, il n'est plus présent maintenant, ou bien il est présent de manière partielle, dans ce cas, il ne pourra pas agir sur la réparation. Donc il y aura donc absence de réparation. Absence d'apoptose également, parce que normalement, la cellule, elle est très dotée. Quand il y a un problème de réparation, on n'arrive pas à réparer l'anomalie, on envoie la cellule en apoptose, on l'élimine. La cellule elle-même, elle va se signaler, elle va décider de mourir. Donc elle va se suicider. C'est ce qu'on appelle donc une apoptose. Mais le problème également dans cette apoptose, ce sont des agents qui vont intervenir pour l'apoptose. Et ces agents sont codés au niveau du gène. Si au niveau du gène, l'altération concerne les agents de l'apoptose, donc il n'y aura pas d'agent d'apoptose. Et quand il n'y a pas d'agent d'apoptose, il n'y aura pas tout simplement d'apoptose. Donc tout dépend de l'anomalie du gène.
L'anomalie, il est beaucoup plus important si les altérations concernent des agents réparateurs ou des agents entraînant l'apoptose. Quand il y a donc ces altérations-là, il n'y aura ni réparation, ni agent d'apoptose, donc il n'y aura pas d'apoptose. Et dans ce cas, on parle tout simplement de gènes promoteurs et de facteurs de croissance qui sont les deux éléments qui sont ce qu'on appelle des promoteurs. Quand on parle de gènes promoteurs, par exemple, nous avons le gène RASSF1 par exemple, c'est un exemple que je donne. Ou bien le gène promoteur par exemple qui va, le cytochrome C qui était censé réparer les cellules, le gène qui s'occupe du cytochrome C, il n'est pas présent. Ça c'est ce qu'on appelle des gènes, le gène qui va le remplacer, c'est un gène promoteur. D'accord? Donc nous avons également des hormones qu'on appelle des facteurs de croissance. La prise non indiquée d'hormones comme la testostérone, ce sont des facteurs qui vont entraîner la promotion. Comme par exemple les gens qui font des bodybuilding par exemple, ils prennent beaucoup de testostérone. Et s'ils ont en même temps une initiation qui est déjà là, en plus d'avoir l'initiation, ils prennent de la testostérone. Donc ils vont entraîner donc une promotion de cette anomalie-là. Et qui va finalement aller à la troisième phase qu'on appelle donc la propagation. Il n'y a pas que la testostérone, il y a également toutes les autres hormones qui vont effectivement entraîner donc une promotion. Donc quand on dit un promoteur, il faut d'abord qu'il y ait une initiation et il va l'aider à donc s'agrandir. D'accord? Et enfin, nous avons la propagation. La propagation c'est quoi? On a déjà une initiation, la cellule elle est anormale. Ensuite, on a empêché la cellule qu'elle meure. On a empêché de réparer la cellule. La cellule, elle est là. Elle va se multiplier tout simplement. Il y a des facteurs de multiplication, des facteurs de croissance qui vont intervenir et qui vont multiplier la cellule. Et la cellule maintenant, avec ces anomalies, va se multiplier. Et va causer ce qu'on appelle donc les premières lésions. Et c'est là qui est important parce que quand on a les premières lésions, le plus souvent, d'ailleurs tout le temps, c'est infraclinique. On ne peut rien voir. L'initiation, on ne peut pas apprécier les anomalies de l'initiation. Et puis avoir une anomalie d'initiation ne veut pas dire qu'on va faire un cancer. Parce qu'on peut avoir une anomalie du matériel génétique, mais tant qu'il n'y a pas de promoteur, on ne va pas arriver à un cancer. Donc dépister les gens qui ont des anomalies génétiques, est-ce que ça va servir à grand chose? C'est d'autant plus que les anomalies vont concerner plusieurs gènes. Plusieurs gènes seront affectés. Est-ce qu'on peut vraiment dépister tous les gènes affectés? Et il y en aura au moins une centaine. Est-ce qu'on doit agir sur les promoteurs? Est-ce qu'avoir une promotion veut dire qu'on va faire un cancer? Où est-ce qu'on doit agir exactement? C'est quand on a des lésions précancéreuses. Et ces lésions précancéreuses ne sont pas visibles, ne sont pas douloureuses. Elles sont infracliniques. On ne peut rien voir à l'œil nu des lésions précancéreuses. Le seul moyen de voir des lésions précancéreuses, c'est le microscope. Parce qu'une cellule, vous savez qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. Et quand il y a des anomalies marquantes au niveau des cellules, d'un organe bien donné, cela veut dire qu'on a ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. C'est ça, lésion précancéreuse. Une lésion précancéreuse, c'est une cellule qui a subi une initiation, qui a subi une promotion et qui vient subir une propagation. Et là, on a une formation de ce qu'on appelle des cellules précancéreuses. Avoir des cellules précancéreuses ne veut pas dire qu'on a un cancer. Une cellule précancéreuse, c'est une cellule qui a toutes les anomalies, mais que notre organisme peut éliminer. Il y a des possibilités encore d'éliminer ces cellules précancéreuses, comme il y a également une possibilité que les cellules précancéreuses échappent à notre organisme et qu'il puisse donc continuer son développement. Donc il peut soit régresser, stagner ou évoluer vers un cancer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pendant les lésions précancéreuses? On va le voir maintenant quand on fera donc la prise en charge. Donc déjà, il faut comprendre qu'avoir une lésion précancéreuse ne veut pas dire qu'on a un cancer. On a une lésion précancéreuse et il faut voir comment on le diagnostique une lésion précancéreuse. On ne peut pas le voir à l'œil nu. On ne peut pas l'examiner. Ce n'est pas en touchant qu'on va toucher les lésions précancéreuses. Une cellule, on ne peut pas le voir. Donc le seul moyen de voir une lésion précancéreuse, c'est d'amener au microscope.
donc diagnostic microscopique, de voir les cellules et de vous dire qu'il y a des lésions précancéreuses. Maintenant, quand on a des cellules précancéreuses, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle soit un diagnostic cytologique ou bien un diagnostic histologique. Et l'exemple qu'on donne, c'est par exemple le frottis. Le frottis, par exemple, permet de voir toutes les lésions précancéreuses. Quand il y a une lésion précancéreuse, le frottis le voit très facilement. Et ce n'est pas encore un cancer. Donc le traitement, vous devenez un peu que ce ne sera pas compliqué. Ou bien il y a ce qu'on appelle le diagnostic biochimique. Il y a des marqueurs qui vont donner une présomption de lésions précancéreuses. Mais ça ne fait pas un diagnostic, ça ne fait qu'orienter. Donc quand vous avez une biochimie, je donne juste un exemple. Par exemple, le PSA, c'est juste une protéine qui donne une orientation vers un cancer, par exemple, de la prostate. Ça ne fait qu'orienter, ça ne confirme pas un cancer et ça ne confirme pas, je dis bien, une lésion précancéreuse. Le seul élément qui confirme une lésion précancéreuse, c'est soit la cytologie, soit l'histologie. Et maintenant, quand on a fini le stade de propagation, si rien n'est fait et que la cellule a le temps d'évoluer, elle va tout simplement donner un cancer. Et c'est quoi un cancer? Un cancer nécessite deux éléments importants. Une désorganisation tissulaire. Et quand on dit désorganisation tissulaire, on pense déjà au diagnostic, comment il faut faire. Pour avoir un diagnostic, il ne faudrait pas avoir des cellules, il faudrait avoir un tissu. Pour voir une désorganisation du tissu, il faut avoir un tissu. Si vous avez des cellules, vous pouvez avoir des anomalies cellulaires, mais vous n'allez pas voir la désorganisation tissulaire. Et pour dire qu'il y a un cancer, il faut obligatoirement une désorganisation tissulaire. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait également un phénomène qu'on appelle le phénomène invasif. Il faudrait qu'il quitte son tissu et qu'il puisse aller voir un autre tissu. C'est ça le cancer. Et le cancer, pour l'obtenir, il est très difficile, je vous dis, d'obtenir un cancer. Il faut vraiment l'entretenir. Il faut quitter l'initiation qui va prendre plusieurs années. En plus, aller vers la promotion qui peut prendre également plusieurs années. Ensuite, aller à la propagation qui peut encore prendre plusieurs années pour arriver à un cancer. Donc, vous savez bien qu'on a le temps parfois d'agir avant que ce ne soit un cancer. Et c'est là qu'il faut agir. Il faut agir avant que ce ne soit un cancer. Maintenant, ce cancer formé va tout simplement former des vaisseaux. Et quand on a des vaisseaux, ils vont former tous les éléments qu'ils ont besoin pour se nourrir. Ce sont les vaisseaux qui vont les nourrir. Ils vont les apporter de l'oxygène, ils vont les apporter donc de l'eau, ils vont les apporter beaucoup de choses pour pouvoir donc tout simplement entraîner ce qu'on appelle une prolifération, qu'on appelle donc une multiplication incessante qui va entraîner donc tous les éléments donc du diagnostic. Donc quand je donne cette définition du cancer, c'est pour vous dire que personne n'a la prétention de donner un diagnostic du cancer à l'œil nu, ni à l'examen clinique. On ne peut pas donner de diagnostic de cancer avec l'examen clinique. Parce que dans sa définition même, il n'y a rien de clinique ici. Dans sa définition, on parle de désorganisation tissulaire. Si tu arrives à voir la désorganisation tissulaire et arrives à voir le phénomène invasif, tu peux donner le diagnostic du cancer. Mais qui peut donner tous ces éléments-là dans un cancer, si ce n'est que la microscopie? Donc il faudrait envoyer les malades le plus tôt possible au microscope. Envoyer les cellules le plus tôt possible au microscope. Avec les cellules, vous savez s'il y a une lésion précancéreuse. Avec les tissus, vous savez s'il y a un cancer ou pas. Donc les cellules vont faire le diagnostic des lésions précancéreuses et les tissus vont faire le diagnostic de cancer. Pour le diagnostic, il est anatomo-pathologique. C'est l'anapathe qui fait le diagnostic des cancers. Un cancer déjà constitué, l'anapathe, il vient, vous lui donnez un tissu, il vous donne la désorganisation tissulaire, il vous donne le phénomène de prolifération, de l'invasion, il vous dit c'est un cancer. Mais on n'exclut pas les radiologues et les biologistes. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord une chaîne. L'anapathe, c'est le dernier dans la chaîne. Pour arriver à l'anapathe, il faudrait d'abord passer à la radiologie. Si vous avez un sein, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, vous n'avez rien, vous touchez, vous ne voyez rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Envoyez-les en radiologie d'abord.
Et la radiologie va voir quelque chose et va vous dire qu'effectivement, ce que je vois, ça semble être quelque chose de bénin ou de malin. Il y a quelque chose en tout cas. Et là, vous vous dites, je vais voir soit la cytologie en fonction de ce que j'ai, de ce que le radiologue me dit, ou bien je vais aller voir l'histologie. Et très tôt, vous avez votre diagnostic. Et maintenant, le plus important dans le cancer, c'est son évolution. L'évolution, il faut vous dire que le cancer, il faut que les gens sortent de leur tête que le gars ne guérit pas. Le cancer guérit très bien. Je ne parle même pas de lésions précancéreuses, je parle même du cancer constitué. Il faudrait que prestataire, qu'on puisse dire à nos malades que le cancer guérit. Il ne faut pas qu'ils aient cette peur qu'on leur annonce le cancer, ce qui fait qu'ils ne viennent même pas en consultation. Il faut leur dire que même si vous avez un cancer, c'est guérissable. Et maintenant, avec les moyens qu'on a, on peut même vous diagnostiquer des lésions précancéreuses et leur préciser que lésion précancéreuse n'est pas cancer. Ça, c'est très important. Une lésion précancéreuse n'est pas un cancer. D'autant plus qu'une lésion précancéreuse peut soit évoluer vers un cancer, comme peut guérir spontanément. Avoir une lésion précancéreuse ne veut pas dire qu'on a un cancer. Et maintenant, l'évolution que l'on redoute le plus, ce sont les métastases, c'est-à-dire l'envahissement à distance. Quand ça quitte l'organe en question et que ça va ailleurs dans l'organisme, c'est ce qu'on appelle donc une métastase, une évolution malheureuse que l'on ne souhaiterait pas. Donc il faudrait toujours agir donc le plus tôt possible. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire du cancer? C'est que l'histoire naturelle d'un cancer n'est pas stéréotypée. Ce n'est pas tout le temps initiation, promotion, propagation. Si l'initiation est très forte, on peut sauter la promotion et aller à la propagation. Donc ce n'est pas stéréotypé, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas dans tous les cancers que vous aurez ce cheminement-là. Ça, c'est l'histoire naturelle de manière générale. Maintenant, un cancer, il peut choisir tout simplement de sauter les étapes de la promotion et aller directement dans la propagation. Ou bien il fait initiation, promotion et il va directement dans l'invasion directement. Et les étapes ne se succèdent pas toujours. Le diagnostic précoce reste donc le meilleur moyen de lutte contre le cancer.